Oui, bonjour monsieur, ça serait pour commander un chroniqueur. Sur quel sujet portera le podcast? Alors ce sera des chiffres, des contrats, des trucs un peu compliqués pour les gens pas drôles et excessifs. Ah, vous avez quelqu'un. Très bien. Comment? Benjamin Moubèche? Ah, je le prends tout de suite. Ah bah oui, je le prends tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça fait toujours très plaisir et ça nous aide énormément. Aujourd'hui, on va parler un petit peu technique, on va parler du nouveau CBA. Alors, on va parler contrat, on va parler de chiffres, on va parler de choses un peu chiantes. Donc, j'ai ramené Ben. Ben fait son grand retour parmi nous. Comment ça va, mon Ben? Eh ben écoute, ça va super. Moi, quand il y a des news intéressantes comme ça, je fais à mon max. Donc, écoute, un plaisir déjà d'avoir la garantie qu'il n'y aura pas de lockout en NBA ces prochaines saisons. Ouais, c'était une grande interrogation. On va y revenir et évidemment, je rigole, hein. La signature du CBA, c'est quand même extrêmement important. Mon Flo, de retour aussi, au taquet. Yes, de retour. Quand on parle d'argent, je suis toujours là, moi. Voilà, on l'a. Il m'avait manqué, il m'avait manqué. Ce petit duo m'avait manqué, les gars. On commence tout de suite. Ben, avant qu'on commence, est-ce que tu peux juste nous rappeler très simplement ce que c'est que le CBA? Bah, concrètement, le CBA, c'est la convention collective, on pourrait appeler ça en français, qui régit la NBA. C'est-à-dire que toutes les règles de la NBA par rapport aux joueurs, par rapport aux équipes, par rapport à son fonctionnement global sont dedans. Donc, par exemple, l'organisation de la saison régulière est déterminée par le CBA. Il n'y a qu'une modification du CBA ou une négociation temporaire qui peut la modifier. La structure des contrats en NBA est déterminée par le CBA, les règles sont déterminées par le CBA, etc. Donc, c'est un petit peu c'est le texte numéro un de la NBA et qui l'encadre complètement. Donc là, une nouvelle signature de CBA, ça veut plus ou moins dire une nouvelle NBA. Voilà, en gros, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Il y a eu plusieurs points qui ont été discutés, il y a eu plusieurs points qui ont été changés. On va essayer d'organiser ça vraiment en traitant les points un par un pour éviter de vous perdre parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles informations. Donc on va commencer tout de suite dans le nouveau CBA, donc qui commencera à partir de la saison 2023-2024. Il y aura un tournoi de mi-saison, Florian. Ça faisait longtemps qu'Adam Silver et la NBA en parlaient de cette volonté de mettre un tournoi au milieu de la saison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se passer, comment ça va s'organiser et un peu l'intérêt de ce tournoi un peu bizarre en plein milieu de la saison régulière? Bah, l'intérêt, il est évident, c'est que il y a un peu un creux au milieu de la saison NBA depuis pas mal de temps, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent pas changer trop le format du All-Star Game. Ils sont en concurrence avec la NFL sur ce moment un peu creux. Et ça fait du coup pas mal de temps qu'il y a cette idée du tournoi de mi-saison qui revient, même si ça change par rapport à ce qu'on connaît de la NBA d'avant. Ça reste sur le plan business et sur le plan télévisuel une superbe idée parce que ça va relancer un intérêt certain. On est sur un concept de semi-playoff, concept de Final Four, des matchs à élimination directe pour des équipes qui seraient qualifiées par des tours de qualification durant la saison. Et c'est un peu comme une Coupe de la Ligue, par exemple, pour le foot en France. L'intérêt, il est clair, c'est relancer voilà l'intérêt de la saison, relancer l'intérêt de la mi-saison. Et du coup, il y aurait une prime financière pour les vainqueurs. J'ai vu passer le chiffre de 500 000 dollars, notamment, pour tous les vainqueurs, donc les 15 joueurs. La seule question que j'ai, moi, je veux bien votre avis là-dessus, c'est est-ce qu'ils vont réussir à installer une histoire, un héritage sur ce tournoi? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on se bat en NBA? Pourquoi est-ce que les joueurs veulent à tout prix gagner un titre NBA? C'est pas vraiment pour l'argent. Ils vont être payés, il y a pas de souci, etc. C'est vraiment pour laisser l'empreinte, pour laisser leur trace dans l'histoire. Est-ce qu'on va réussir à donner une légitimité à ce tournoi pour que les joueurs ils aient envie de se battre pour plus que 500 000 dollars? Parce que quand on parle d'un joueur, on va y revenir, mais l'augmentation des salaires continue d'augmenter, etc. Et donc, ils sont toujours mieux payés. 500 000 dollars, en fait, c'est affreux à dire, mais ça représente pas grand-chose finalement pour certains joueurs. Donc, l'intérêt se fera certainement par les joueurs et leur envie de se battre pour ce tournoi. Ouais. Que ça ne devienne pas une vieille Coupe de la Ligue comme on a connu parfois certaines années en Ligue 1 où il y avait que très peu d'intérêt finalement. Donc, on verra. Bah, c'est un peu ça la question que je te pose, Ben, parce qu'on va pas se mentir, l'intérêt de ce tournoi, c'est Flo l'a dit, c'est relancer la saison, donner un peu plus d'intérêt, c'est aussi beaucoup l'oseille, hein, on va pas se cacher. Euh,
Tu vois, dans ma tête, je compare ça un peu au nouveau trophée qu'ils ont mis l'année dernière, genre le MVP de finale de conférence. Ok, t'es Jason Tatum, t'as ça dans ton armoire à trophées, c'est sympa. Mais à la fin d'une carrière, est-ce qu'on se souviendra d'un joueur qui a le palmarès vierge et où il y aura juste il a gagné le tournoi de mi-saison au final. Enfin, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, sur le côté empreinte, j'ai envie de dire, je peux pas me projeter dans le futur et te dire ce que dans 20 ans, on pensera à des mecs qui ont gagné le tournoi de mi-saison. Ce que je peux dire, c'est qu'ils l'ont construit de manière intelligente en mettant les matchs de poule dans la saison régulière. Ouais. Ils garantissent que les joueurs soient au moins intéressés par les matchs de poule parce que de toute façon, c'est important pour le classement. On le voit cette saison, le classement, c'est primordial. On peut pas se permettre de se relâcher en saison régulière. Donc ces matchs-là comptent. Donc ça, c'est intelligemment construit. Et 500 000 dollars pour un match, ça reste motivant pour les joueurs qui sont sur des contrats qui ne sont pas énormes, ce qui représente en réalité la majeure partie de la NBA. Donc je pense que malgré tout, cette petite carotte-là, elle a un sens, peut-être minime. Et je pense aussi que les joueurs de la nouvelle génération, ceux qui sont dans des équipes jeunes, qui ne sont pas forcément des contenders, vont au moins sur les premières saisons le jouer avec une certaine intensité. Et je pense que si la NBA construit bien son truc, il y a moyen, parce qu'on parle d'un seul match au final, ou de 2-3 matchs si on compte le Final Four, qui doit être intéressant. Et je pense que pour un seul match, ils vont se donner. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir un petit spectacle. Et je tiens quand même à revenir sur le côté intérêt aussi de la NBA. L'autre intérêt de la NBA, Hugo, tu l'as un petit peu effleuré quand tu parles de l'argent, c'est qu'avoir un nouveau dispositif au milieu de la saison, ça veut aussi dire que tu peux négocier avec un nouvel ayant droit pour les droits TV. Je pense par exemple en WNBA, ils ont négocié avec Amazon Prime qui diffuse la Commissioner Cup, qui est l'équivalent de WNBA. Et ça veut dire que la NBA peut aller chercher plus d'argent et puis aussi créer de la concurrence avant la renégociation des droits TV en 2025. Donc il y a vraiment un enjeu financier qu'il ne faut pas sous-estimer là-dessus. Je pense que ce tournoi-là, pour un match de plus pour les équipes NBA, c'est une bonne idée. Ouais, clairement, moi je suis plutôt de cet avis-là aussi. Vous avez bien résumé comment ce tournoi va se passer. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette idée et de la mise en place de ce nouveau tournoi au milieu de la saison. Les gars, on enchaîne. Ben, je vais rester avec toi parce que là c'est ton moment, Ben. Là, tu vas nous régaler. Donc, il y a eu évidemment des négociations et des décisions qui ont été prises sur les contrats. Sur la luxury tax, sur plein de choses. Je te laisse nous faire ton petit exposé, c'est de nous résumer ça le plus clairement possible, mais genre aucun doute sur le fait que tu vas très bien t'en sortir. Je pense qu'on peut y aller progressivement, d'autant plus Ouais. que Flo a aussi son expertise dans le domaine. Et pour moi, le premier truc le plus important, je pense, c'est on peut commencer par cette histoire de renégociation de contrat et d'extension de contrat qui a été modifiée dans le nouveau CBA. C'est-à-dire que dans le précédent CBA, quand une équipe donnait une extension de contrat à un joueur hors extension rookie, on pouvait seulement lui offrir une augmentation de contrat de 20%, soit 120% du salaire précédent. Donc c'est le salaire de la dernière année de contrat. Donc en fait, c'était très très limité, c'était très critiqué en NBA parce que les joueurs qui étaient dans ces cas-là et qui étaient relativement bons avaient tout intérêt à devenir free agent pour négocier pour plus de 20% d'augmentation parce que c'est une petite augmentation. Donc là, dans le CBA, c'est passé à 40%, soit 140% du dernier salaire. Et ça veut dire que, par exemple, les Celtics auraient pu proposer 165,2 millions de dollars à Jalen Brown cet été sur 4 ans. Et finalement, ce sera 189 millions de dollars. Alors pour le coup, C'est ça fait une énorme. vraie différence. Donc l'idée, c'est de dire, on va essayer de prioriser les équipes qui draftent, qui développent leurs joueurs et qui essaient de les garder, et essayer de privilégier un petit peu le modèle Warriors Ouais. qu'on a vu plutôt que le modèle Clippers, Lakers, et essayer de faire en sorte que les joueurs ne soient pas systématiquement agents libres à cause du modèle en place, et de vraiment mettre l'emphase sur ce développement. Et c'est aussi le cas avec cette histoire de two-way slot qui passe de 2 à 3. L'idée, c'est aussi de dire, voilà, maintenant on veut plus de développement, on veut plus d'équipes qui donnent leur chance à des jeunes, et on veut des équipes qui sont construites intelligemment sur la durée, et on veut laisser une chance, en tout cas au petit marché aussi, de se construire. Donc ça fait un énorme changement en NBA. Ouais, bah clairement, l'intérêt c'est tu l'as très bien dit, hein, c'est tout simplement d'aider les équipes qui ont drafté des bons joueurs à les garder et de pas voir ces bons joueurs foutre le camp ailleurs pour prendre le pactole dans une autre équipe. Flo, c'est quoi ton avis là-dessus? On est plutôt positif, enfin c'est plutôt positif, on est d'accord là-dessus, hein. Ouais, c'est ultra positif parce que dans un monde où la notion de petit et grand marché commence peu à peu à s'estomper, on essaie toujours d'égaliser la NBA par le haut en donnant de plus en plus de pouvoir, de plus en plus
stratégie en fait, de marge de manœuvre sur les stratégies des petits marchés. Et ce chiffre de 140% est hyper important pour les petites équipes qui voudraient garder leurs gros joueurs. Et là, c'est vrai qu'au moment où on tourne, il y a une info qui vient de tomber qui dit que certaines avant on pouvait pas avoir 2 designated max players. On pouvait avoir 2 du coup, mais c'était le maximum. Ouais, c'est ça. Et en fait, on pouvait pas transférer pour en avoir un autre, etc. Et maintenant, ça va être possible, ce qui notamment empêchait toutes les discussions, par exemple Ben Simmons, Donovan Mitchell dans la même équipe, Bam Adebayo et tout ça, ouais. Bam Adebayo, voilà, ça avait créé pas mal de problèmes cet été. Et maintenant, cette notion-là saute. Et voilà, on est toujours dans cette dynamique de récompenser les bons choix, les choix intelligents, les choix sur la durée, récompenser les general managers qui sont même dans des petits marchés, avec un peu de stratégie, avec un peu du jeu, peuvent faire les bons choix, plutôt que d'aller sur les super teams vers les blockbuster trades. Et toujours, on sent que la NBA veut un peu retirer ce pouvoir aux joueurs et un peu le redonner aux general managers qui font les bons choix. Ouais. Et je trouve que c'est hyper positif. Un peu plus de contrôle pour les équipes, en effet. Ouais. Et merci la NBA, grâce à ça, Victor Wembanyama sera un Rockets pour les 10 prochaines années. Vous pouvez clipper, voilà. Ben, on enchaîne. Il y a un nouveau palier financier pour les équipes, donc ce sera 17,5 millions de dollars au-dessus de la luxury tax. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est ça. Et on en avait beaucoup parlé de ce palier au-dessus de la luxury tax cet été, normalement avec les Warriors, les Clippers, pour ne citer que. Tu peux nous expliquer un peu comment ça va se passer aujourd'hui? Effectivement, on en a beaucoup parlé parce qu'il y avait l'idée d'instaurer un hard cap en NBA, donc une limite vraiment fixe. Et ça, je pense que c'était hors discussion parce que c'est trop violent, c'est pas fait pour la NBA. Donc, il y a ce nouveau palier dont tu parles qui a 17,5 millions de dollars au-dessus de la luxury tax. Et donc, en fait, au-delà de ce stade, il y a quelque chose de très important, c'est que les équipes ne pourront plus accéder à la mid-level exception, qui est donc généralement, quand tu payes la taxe, de l'ordre de 7 millions de dollars et qui te permet de renforcer ton roster avec une équipe déjà compétitive. Il y a aussi des nouveautés, c'est que ces équipes-là qui sont au-dessus de ce stade ne pourront plus récupérer de joueurs sur le marché des buyouts, elles pourront plus transférer de premier tour de draft avec 7 ans d'avance, donc c'est vraiment la limite, et elles pourront plus envoyer de cash dans les trades. Donc l'idée, c'est de dire, pour ces équipes-là qui payent énormément, et on parle vraiment de 2-3 équipes, par exemple les Warriors et les Clippers cette saison, pour ces équipes-là qui sont tout au bout, on va vraiment essayer de limiter un petit peu la marge de manœuvre et de dire on vous prive de quelques ressources pour équilibrer un petit peu le très haut niveau. Par exemple, les Warriors n'auraient pas pu signer DiVincenzo cet été, les Clippers n'auraient pas pu signer John Wall. Il faut aussi se dire que ça conditionnera les transferts parce que, oui, les Clippers n'auraient pas pu... J'ai souri, je suis désolé. Mais ça va aussi conditionner les transferts. Et là, pour le coup, pour les Clippers, ça aurait été un peu grave que ça arrive avant parce que on se doute que les équipes qui ont déjà utilisé l'exception ne pourront pas dépasser ce stade de 17,5 millions. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Ou alors, dans l'autre sens, ça va être plus difficile, en tout cas, de dépasser ce cap de 17,5 millions. Et donc, par exemple, Robert Covington et Norman Powell, la saison dernière, n'auraient probablement pas fini aux Clippers avec ces conditions-là, sachant qu'ils avaient déjà un effectif extrêmement rempli. Donc, en fait, ce qu'on dit là, c'est vraiment pour les équipes qui ont moins d'argent à dépenser, qui ont de moins gros propriétaires, on va donner plus de flexibilité. Et pour les équipes qui ont beaucoup d'argent à dépenser et qui ont de gros propriétaires, on va se dire, on va mettre un petit peu le haut là et essayer de calmer un petit peu ce truc-là pour éviter d'avoir trop de super teams construites avec la free agency. Et Flo, justement, là, ces grosses équipes qui payent. Évidemment, on cite les Warriors et les Clippers parce qu'on en a beaucoup parlé cet été, mais voilà, ça aurait pu se faire dans n'importe quelle autre franchise. Enfin, c'est pas pour taper sur les fans des Warriors, hein. Donc, mais on va obliger ces équipes-là à faire des choix, finalement, des choix plus forts, en leur disant, les gars, vous pouvez pas distribuer tout l'oseille que vous voulez, finalement. C'est ce que je disais juste avant. C'est vrai qu'on essaie de niveler les marges de manœuvre des équipes, de faire disparaître peu à peu ce concept de grand et petit marché. Donc en fait, moi je trouve ça hyper positif. Et en fait, ce que je trouve hyper positif, c'est que cette loi, cette modification soit passée et que en fait on se rend compte que chacun est en train de mettre de l'eau dans son vin. Et le nouveau trio, Malcolm Brogdon, Jaylen Brown et Grant Williams, qui sont les 3 directeurs de l'association des joueurs, font un super taf d'avoir réussi à éviter le lockout, d'avoir réussi à éviter tout problème avec ce nouveau cibier et d'avoir fait passer ce truc. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Niveau 50-50, on est vraiment pas mal, je trouve. Ouais, clairement. Moi, je suis plutôt positif sur ce nouveau cibier. On en reparlera à la fin, hein. Vous me donnerez votre avis global sur ce qu'il y a, mais pour l'instant, sur les points dont on vient de parler, je suis plutôt très satisfait. Ben, peut-être quelque chose à ajouter ?
Bah, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, il y a ce seuil de 17,5 millions. Mais du coup, pour aussi, comme tout à l'heure, Florian disait que c'était important de donner plus d'armes aux équipes qui sont un petit peu en bas et de pas seulement niveler par le haut. Euh, il y a aussi ces nouvelles que donc, la mid-level exception sera 7,5% plus grosse. Donc, pour les équipes qui sont pas dans ces eaux-là, qui dépensent énormément, elles auront aussi plus de marge de manœuvre. C'est pas que limiter les grosses équipes. Mhm. La room exception pour les équipes qui sont en dessous du salary cap sera plus grande. Qu'en fait, dans l'idée, les équipes qui ont moins de moyens et qui sont des équipes qui dépensent peu ou moyennement de l'argent, elles auront plus de ressources qu'avant pour essayer d'être compétitives. Et l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait de trop gros écarts en NBA. Donc là encore, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début. Ça réduit les écarts, c'est intéressant, c'est bien fait. Bref, c'est une super nouvelle. Ouais, ça va essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Mm. Là-dessus, c'était le point un peu tactico-tactique, comme disent les jeunes. On enchaîne, les mecs. Faut qu'on parle. T'aimes bien quand je fais des blagues comme ça, Ben, parce que t'es un vrai boomer. Si vous ne connaissez pas Benjamin dans sa vie personnelle, c'est un boomer. Il a 55 ans dans sa tête. C'est abominable. Je prends. C'est Flo qui voulait en parler parce que c'est super important. Euh, c'est donc on parlait beaucoup. Il y avait quelques rumeurs qui disaient que la NBA songerait à réautoriser les joueurs en sortie de lycée à se présenter à la draft. Donc pour les joueurs de 18 ans, justement, puisqu'aujourd'hui, si un joueur a moins de 19 ans, il ne peut pas se présenter à la draft, il est obligé d'avoir fait au moins une année après le lycée, donc que ce soit à la fac ou en équipe professionnelle en Europe pour les étrangers où ils veulent, mais sortie de lycée, c'est pas possible. Et ça restera comme ça, Florian, puisque c'est pas la fin du one and done. Moi, c'est ma plus grande surprise sur ce CBA Moi parce aussi, je que suis étonné. on était vraiment, depuis 3 ans, on était vraiment dans la direction que ça allait disparaître. Ça ne disparaîtra pas et pas pour l'instant. Comment je le comprends, la mafia est forte entre la NBA et la NCAA. La NCAA est dans la panade depuis 3-4 ans entre joueurs qui boudent la ligue universitaire, entre tous les problèmes, toutes les casseroles qui se traînent. C'est assez difficile, mais les liens sont forts entre les dirigeants de la NBA et les dirigeants de la NCAA et ça se voit. C'est comment je le comprends, on essaie de sauver la NCAA par tous les moyens, mais c'est difficile. On le voit avec la draft 2023 que les deux top prospects ne viennent pas de la NCAA. On voit une draft 2024 avec beaucoup de one and done. Pour le coup, ça m'a l'air d'être un peu le dernier hurrah de ce one and done parce que notamment Kentucky qui symbolise le one and done par excellence par contre. Ils ont un trio qui peut partir dans le top 5 avec DJ Wagner, Justin Edwards et Aaron Bradshaw. Et c'est assez unique d'avoir 3 talents comme ça, mais en fait c'est un peu le dernier cas parce que Big Night Angelique continue à attirer, l'Europe continue à attirer, ça part en Australie, l'émergence de l'Overtime Elite est en train de vraiment de s'assumer. Et je pense que c'est le dernier CBA où le one and done sera encore autorisé et ça finira par sauter. Toi Ben, c'est quoi ton avis là-dessus? T'as été surpris un peu comme nous de voir ça? J'ai pas été surpris parce que je pense que, en fait, typiquement, la création de l'Ignite, c'était déjà une réponse à ce besoin Ouais. de professionnaliser les jeunes joueurs. Et en fait, il y a eu des évolutions, l'Ignite, ensuite l'Overtime qui s'est plus positionné là pour profiter un petit peu du mouvement, et ensuite aussi le fait qu'on autorise les athlètes de NCAA à obtenir des revenus. C'était un petit peu des mesures préventives pour éviter qu'on abolisse le one and done dans le CBA. C'est-à-dire que tout a été mis en place pour que ce ne soit pas aboli. La NBA n'en voulait sans doute pas, notamment pour les raisons que Florian a évoquées. Et même sans parler de mafia, il y a au moins l'idée qu'on ne veut pas ébranler tout le système universitaire, tout le système du sport américain avec un nouveau CBA et que ça fait peur. Et je pense que pour les joueurs, après ça c'est de la spéculation, c'était aussi un moyen de négocier, c'est-à-dire en disant on ne tient pas tant que ça à cette idée comment dire, d'avancer l'âge de la draft. On n'y tient pas tant que ça, donc on peut l'utiliser pour négocier, pour obtenir par exemple de meilleures extensions ou pour obtenir d'autres contreparties. Donc je pense que c'était un point clé dans les négociations, mais c'est pas une surprise pour moi en tout cas qu'on en arrive là. Mais ça va Ouais. arriver, ça arrivera un jour. Ça arrivera forcément un jour. On voit de plus en plus les jeunes athlètes même que ce soit physiquement, techniquement. Enfin, Flo, c'est toi le spécialiste. On a quand même un peu l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, que les jeunes sont prêts pour la NBA de plus en plus tôt.
Non? Oui, bah les joueurs sont de plus en plus forts et sont de plus en plus prêts physiquement Ouais. parce que même en high school, ils disposent de salles de musculation, ils disposent de coach perso, ils disposent de trop de choses. Et enfin, regardez le dernier McDonald's All-American qui a été la semaine dernière. Les mecs, c'est des athlètes hors C'est du des commun déjà. Donc Ils ont l'âge de nos petits frères et ils te mettraient une claque, on tomberait par terre. non mais complet. Enfin, C'est je vous parlais d'Aaron Bradshaw. Aaron Bradshaw. Enfin, c'est le gars, il pourrait jouer pivot NBA, ça nous choquerait même pas sur le plan physique. Bon, en tout cas, on a fait le tour sur le one and done qui restera en vigueur pendant les 7 prochaines années. Messieurs, rapidement, pour finir, faut qu'on en parle puisque je pense que ça intéresse quand même un petit peu les gens. Alors, on a quelques informations sur les nouveaux critères qui seront requis pour être l'élection, pardon, j'ai du mal, du trophée de MVP et aussi pour les All-NBA Teams, Benjamin, dans les prochaines années, donc dans le nouveau CBA, pour être MVP, il faudra avoir joué au moins 65 matchs de régulière, ça change énormément de choses. Et pour les All-NBA Teams, du coup, il y aura plus de postes, ce sera vraiment les 5 meilleurs joueurs dans la même équipe, dans la All-NBA First Team, Second et Third, indépendamment de leur poste. Bah, pour aller vite, du coup, là-dessus, effectivement, c'est tout ce que tu as dit. On ne sait pas encore exactement comment les matchs seront comptabilisés. Est-ce qu'il faudra jouer un minimum de minutes ou est-ce que faire rentrer son joueur pendant 0,5 secondes, ça comptera pour un match joué? Donc ça, on attend encore de Après, savoir. ça fait chuter tes stats, ça, donc c'est un peu con. Oui, c'est un peu dommage, mais bon, après, si c'est pour se qualifier pour le MVP, Ouais. c'est jouable, quoi. Mm. Mais au-delà de ça, c'est quand même dans l'idée de limiter le load management, c'est ce qui est annoncé, malgré le fait tout de même que le load management dépend plus des équipes que des joueurs. Donc je ne sais pas si ce sera très efficace, mais de manière générale, en fait, c'est vraiment un critère implicite qui est explicité. Par exemple, on n'a pas eu de MVP qui a joué moins de 70 matchs de saison régulière sur une saison complète de 82 matchs depuis Bill Walton en 78. Donc autant dire que cette barre des 65 matchs était déjà plutôt réelle. Ouais, mais Ça là, on a un pose. chiffre précis, tu vois. Bah, On C'était cadre, toujours un débat. ouais, Est-ce que on cadre la Embiid a définition. joué assez de matchs? Est-ce que machin a assez joué assez? Ouais, c'est peut-être le plus fort, mais il en a raté plus que l'autre. Bah là, c'est bon, on a un chiffre clair, précis. Bah, les seules personnes, je pense que ça a vraiment pénalisé, c'est les joueurs comme Jaren Jackson Jr. qui sont autour de cette barre de 65. Par exemple, Jackson Jr. sera limité à 64 matchs cette saison. Donc, il aurait été à un match de la qualification. Mais là, cette saison, il pourra être dans la course au défenseur de l'année. De manière générale, là où ça a le plus d'impact, c'est dans cette idée de designated players qu'on a abordé plus tôt. Parce que souvent, ces récompenses individuelles, notamment les All-NBA Teams, déterminent si un joueur peut être designated. Comme Jaylen Brown cet été, c'est un grand débat. Et le fait d'avoir des critères plus restrictifs pour les All-NBA Teams, pour les récompenses individuelles, ça aura de l'impact là-dessus. Et les joueurs qui joueront moins de 65 matchs et qui seront blessés régulièrement pourront difficilement prétendre à ces gros contrats. Et j'attends de voir comment ça va évoluer, mais pour moi, l'enjeu principal est là. Flo, le mot de la fin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Enfin, voilà, comme l'a dit Ben, c'était déjà des critères qui étaient implicites. Aujourd'hui, ils sont explicites. Ça change un petit peu de choses, mais pas non plus. C'est pas la mort non plus. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça change pas grand chose, c'est juste ça, on officialise un peu plus la définition d'un MVP, on est tout le temps, dans un podcast précédent, on se prenait le chignon sur quelle est la définition d'un MVP, bah, au moins, on a un peu plus de précision sur la définition d'un MVP au niveau d'un match joué. Bah, très bien, messieurs. Voilà, bon, Nickel. c'était pas indispensable, mais ça fait plaisir de voir ça quand même. Bon, on a essayé de faire un peu le tour, évidemment, on n'a pas pu tout aborder dans les grands détails. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez aller sur le Twitter de l'ami Benjamin Moubèche. Il a fait un long thread explicatif reprenant point par point les détails du nouveau CBA. Donc allez-y, foncez, c'est très clair, assez simplifié, mais vous avez toutes les infos quand même, donc n'hésitez pas. Messieurs, merci beaucoup. C'était un plaisir comme d'habitude. Vous revenez quand vous voulez. C'est la maison, c'est la famille. On est content, on est copains. Nous, on vous fait des gros bisous. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.